Bonjour madame. Bonjour, Bonjour madame. vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Madame, ils vont venir les autres. Oui, pas de Non, problème. on prend pas. D'accord. D'accord, merci. Bonjour madame, vous entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Ok, c'est juste pour une petite précision, il y a deux d'entre nous, on est ensemble. Enfin, c'est Hatta Benoît et Isabelle Mizar. Ok. On va parler à partir de... D'accord. C'est bon, vous êtes tous là. Oui. Donc, madame. c'est quand vous voulez. Oui madame. Est-ce que vous voulez le partage? C'est à vous de partager l'écran. Non, pas. Non, pas encore, ouais. Non. Alors, j'arrive pas à voir votre partage, Romaïsa. Madame Saud. Prenez votre temps, vous avez le temps.
D'accord. Essayez de sortir ou rentre. D'accord. Vous voyez le partage. Oui, c'est apparent. D'accord. Bonjour tout le monde. C'est moi, Vanessa, on peut commencer. Ouais. Allez-y. Non, mais ça dure un peu, mode diapo. Ouais, c'est bon. Non.
Normalement, c'est bon, voilà. Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour tout le monde. Alors, le thème de projet et l'Internet. Au cours de cette présentation, nous allons voir plusieurs points qui sont sa définition, son histoire, son fonctionnement, et nous allons citer quelques normes. Et enfin, il y aura une petite simulation. Alors, premièrement, pour la définition. Internet désigne une technologie qui permet aux dispositifs des réseaux de données câblées de communiquer entre eux. Elle se base sur des communications de paquets sur des câbles entre cartes persuadées pour permettre de relier plusieurs machines entre elles. De cette façon, un réseau est fourni via des connexions Internet. Maintenant, nous passons à son histoire. Internet est issu du réseau ARPANET, un réseau radio de l'université d'Hawaï. Au début des années 70, le visionnaire Robert Metcalfe travaillait déjà sur la première version du protocole Ethernet hier. Ethernet faisait aussi partie intégrante des projets d'un centre de recherche en informatique nommé Xerox PARC. En 1979, Metcalfe fonde sa propre société Scrapper afin de promouvoir le développement des réseaux locaux et pour faire de l'Ethernet un standard. 80, sa percée a eu lieu avec l'adoption d'Ethernet 1.0 qui a été développée par l'IEE. Le processus a mené à l'invention d'autres techniques comme le protocole CSMA-CD et le tokenring. Mais depuis, l'Ethernet s'est imposé comme le standard le plus utilisé dans le monde. En 1990, les connexions Ethernet ont été développées sur des câbles à paires persuadées à type optique. Enfin, en 1995, il y a eu l'introduction à la norme Ethernet 802.3U à 100 bps. Maintenant, nous allons passer à son fonctionnement. Bon, tout d'abord, on le met OSI. Ethernet couvre les couches liaison de données, couche 2, et visite couche. Et elle utilise les sous-couches LLC et MAC appartenant à la deuxième couche. Bon, maintenant, je laisse la parole à ma camarade Lydia. Alors, Ethernet est composé de plusieurs appareils connectés entre eux grâce à des câbles qui auparavant étaient coaxiaux et aujourd'hui sont à paires torsadées ou à fibre optique. L'appareil possède une adresse MAC spécifique attribuée par la sous-couche MAC du modèle OSI cité précédemment. Comme on peut le voir dans cette figure, la topologie de ce réseau est une topologie en puce, utilisant majoritairement un hub ou communément appelé concentrateur. Concernant le principe de transmission, la communication transmission se fait à l'aide de la méthode d'accès CSMA-CD. Cette méthode suit un processus précis qu'on va ici définir d'après cette animation. La station envoie les données. Pendant ce temps, le support est toujours surveillé pour détecter les collisions de données. Si aucune station ne tente d'envoyer des données et donc aucune collision n'est détectée, la transmission est réussie. Si une collision est détectée, la transmission est interrompue et un signal de perturbation, ici appelé jam signal, est envoyé pour que les autres stations détectent la collision. La station patiente ensuite pendant un temps aléatoire, le back-off, et essaie à nouveau de procéder à la transmission. Quand trop de tentatives ont été effectuées, la transmission est directement interrompue. Cependant, ce type de communication, qui est la CSMA-CD, est une faiblesse pour l'Ethernet de par ses nombreuses contraintes, telles qu'une passante partagée entre tous les appareils du réseau, ou encore une communication à fort débit qui, dans certains cas, peut saturer le réseau. Parole à elle. Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va voir l'Ethernet connecté. Pour résoudre les problèmes imposés par le web, l'Ethernet connecté a été développé pour en utiliser le switch, qui est aussi appelé commutateur, à la place d'un hub. Et contrairement au hub, le switch utilise un mécanisme de filtrage où il inspecte les adresses sources et destinataires du message et dresse une table qui lui permet de savoir
les machines connectées sur quelle porte. Alors si par exemple le PC1 veut envoyer un message au PC3, le message passe par le commutateur et ce commutateur le transmet directement au PC3 sans le transmettre aux autres machines. Ce qui implique que les autres portes resteront libres et pourront produire simultanément d'autres transmissions, sans aucune collision. Et par conséquence, une augmentation de la bande passante du réseau. Et pour améliorer les performances du réseau, les switches modernes passent en mode full duplex sur les portes, de sorte que les machines pourront émettre et recevoir en même temps. Je passe la parole à Monsieur Bendy pour finir. Alors maintenant, différents types de trames. Il en existe deux qui sont toujours d'actualité. Il s'agit de la trame Ethernet 2 et la trame I3E 802.3. Ces deux trames ont des formats légèrement différents, mais peuvent coexister sur un même réseau. On voit en détail le format de la trame Ethernet 2. Elle commence toujours par un préambule qui se compose de 8 octets et qui permet la synchronisation entre l'émetteur qui sont liés à une adresse MAC de destination et à une adresse MAC source, d'une taille de 6 octets chacune, composée de deux parties. La première partie de 3 octets qui permet d'identifier le fabricant de la carte. Partie de 3 octets aussi qui sont attribués par le fournisseur. Et de cette manière, nous avons une carte réseau unique pour chaque machine. De destination, elle peut être unicast. Dans ce cas-là, on s'adresse à une seule et unique machine. Pour votre cas, l'information est envoyée à toutes les machines connectées. Unicast, l'information est envoyée à un groupe de machines spécifiques. Elle est toujours celle d'une interface unique. Le champ suivant de 2 octets a été défini pour indiquer le type de protocole utilisé par la couche réseau, de quelques types et le protocole associé. Par exemple, 0800, la décimale correspond au protocole IPv4. Une taille variable de 46 à 1500 octets contient l'information à transmettre. Lorsque celui-ci est inférieur à 46 octets, la trame ne sera pas valide et nécessitera un bourrage qui sert à atteindre la taille minimum requise. CS, ou séquence de contrôle de trame d'une taille de 4 octets, permet de détecter les erreurs d'une trame. La trame 802.3 de la trame Ethernet 2. On observe en premier la différence au niveau du préambule qui est codé sur 7 octets et est attribué au champ SFD qui indique le début de la trame. Et au niveau du champ EtherType qui a été remplacé par longueur qui donne la taille en octets du champ donné. C'est la parole à mon camarade Hamous. Bonjour tout le monde, maintenant on va parler sur la normalisation I3E 802.3. Il existe de nombreux suppléments à la norme I3E 802.3.1.3, initialement publiés qui décrivent les différents supports utilisables. Les normes définissent les spécifications relatives à la mise en œuvre de plusieurs types de réseaux Ethernet. Elles s'expriment toutes de la même façon. X modulation Y, avec X qui exprime la vitesse en mégabits par seconde, la modulation c'est le mode de transmission en bande basse, et Y qui décrit le support de communication. Donc chaque norme est définie par sa vitesse de débit, son type de câblage, son connecteur et sa portée. Je vais en citer certaines avec une légère description. Pour commencer, on a I3E 802.3, on l'appelle 10 base 5, et comme on l'a vu précédemment, 10, elle exprime la vitesse, et 5, elle exprime le support de communication. Et avec un connecteur NB-NC, et elle peut aller jusqu'à une distance de 500 mètres.
On a aussi 802.3a, on l'appelle 10 base 2, sa vitesse est de 10 mégabits par seconde, elle utilise un câble coaxial de faible diamètre et avec un connecteur AUI et avec une portée de 185 mètres. On retrouve aussi I3E 802.3G, on l'appelle 10 base FL, sa vitesse est de 10 mégabits par seconde, elle utilise comme câblage la fibre optique multimode avec un connecteur de ST ou SC et elle peut aller jusqu'à 2 km. Et pour finir, il existe aussi I3E 802.3AB. On l'appelle 10 base T, sa vitesse est de 1000 mégabits par seconde. Elle utilise la paire torsadée comme câble et avec un connecteur RG45 et avec une portée de 100 mètres. Donc voilà, on constate que chaque norme diffère par rapport à la vitesse, par rapport à sa vitesse, par rapport à son connecteur et au câble utilisé et à sa portée. Maintenant, je vais passer la parole à Nigo sur le message. Et donc, normalement, je vais basculer les catalyseurs. Alors, on procède de la simulation état-channel qui a pour objectif d'augmenter la bande passante ou regrouper plusieurs câbles physiques dans un seul câble logique. En fait, on distingue deux types. PAGP qui a été créé par Cisco et RACP standard. Ces étapes sont nécessaires à suivre avant d'entamer notre simulation pour un résultat optimal. Il faut que tous les câbles doivent avoir une vitesse similaire. Si on travaille avec PAGP, le nombre des câbles ne doit pas dépasser 8. Et si on travaille avec RACP, le nombre des câbles ne doit pas dépasser 16. Alors, je vais mettre deux switches. Et je vais travailler avec PAGP. Je vais relier avec 4 câbles. Par défaut, les fonctions STP, 4 câbles, reliés avec deux switches, on a 3 blocs, voilà. Simulation. Il faut que ces 3 blocs s'annulent, c'est-à-dire ils deviennent là. Comment pour le switch 1? Configuration. Channel. X. Range 0, 1 jusqu'à 4. Là, je regroupe les 4 interfaces. Channel, protocole, RGP. J'indique le protocole utilisé, RGP. Channel, groupe, mode, desirable. Donc, explore le main pour les deux switches. J'ai terminé pour le switch 1. Alors, si on voit brief, là, on voit que l'Ethernet est activé pour les 4 interfaces. Voilà. Yes, manuel up pour les 4. On travaille avec le switch 2. Je vais ranger les 4 interfaces. Indique le protocole utilisé comme le premier switch. RGP. Après le mode.
Moi, des zéros. Voilà. Alors, on voit que les quatre interfaces maintenant sont ouvertes. Donc, Ethernet est activé. Ajouter des PC. 4 PC par exemple. Je vais relier les PC avec les switches. Donc des épées pour les switches. On travaille sur le même réseau. Donc, des 001. Le masque automatique. Des 002. Peut-être parce qu'on travaille sur le même réseau. On n'a pas utilisé les routeurs. Les 003. Les 004. De PC0 vers PC3. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, le message est là. Je vais ouvrir le message, l'enveloppe. Voilà, on a indiqué d'ailleurs que Ethernet travaille sur les 1, la 1 et la 2, couche 1 et couche 2. C'est couche 1 et couche 2 aussi. Par refusé, parce que j'ai envoyé à PC3 une cast. Et là aussi, il va refuser. Après, voilà, la simulation. Ainsi, avec cette simulation, nous avons montré le principe de fonction de Ethernet. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Alors, je vais parler d'abord du rapport. Le rapport est bon quand même. Donc, il y a tout ce qu'il faut concernant la technologie Ethernet. Alors, maintenant, on va parler de la présentation. Elle est bien aussi, donc elle diffère un peu du contenu du rapport. Elle est aussi bien illustrée et aussi il y avait aussi cet équilibre en termes de prise de parole, donc ça c'est bien. Alors, j'ai juste un petit problème concernant les deux couches LLC et MAC, elles n'ont pas été bien expliquées au niveau de la présentation. Elles ont quand même été expliquées au niveau du rapport. Quand vous avez présenté la topologie en bus, donc est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un hub? J'ai pas compris pourquoi il y avait un hub au niveau de la topologie en bus. Est-ce qu'il est indispensable? Oui, madame, vous m'entendez? Oui, oui. Non, il n'est pas indispensable. En fait, ça dépend. À quoi servait-il? Dans votre cas d'utilisation, à quoi servait-il avec le hub? Dans la topologie en bus, oui, on doit utiliser normalement un hub plutôt. Mais dans la topologie en étoile, on utilise des switches. C'est pour ça que je voulais pouvoir faire une comparaison par rapport à ce qu'il avait dit Emin. Emin, lui, il a dit dans un Internet communiqué, on utilise un commutateur, le switch. Et dans un Internet partagé, dans un Internet partagé, on utilise le câble carrément bus. C'est le câble coaxial qui permet de relier tous les PC. Oui. Mais le hub, il sert à quoi? Oui, ça. Pourquoi il y avait un hub
la topologie en bus. Et il était relié uniquement au câble, il était relié à aucun PC. Donc on n'avait même pas une topologie en étoile, si on veut. À quoi servait-il au niveau du réseau? Donc, à ma connaissance... Attendez, Oui. 2 secondes. Vous parlez en général ou bien vous parlez de la présentation? Présentation. Quand vous avez présenté la topologie en bus, j'ai vu un hub. Il y avait des PC. Oui. Aussi. Et un hub. À quoi servait-il? C'est un équipement qui ne peut ni envoyer ni recevoir. Ah, sincèrement, je sais plus. Alors, quand vous avez aussi parlé du CSMA, oui. Bon, déjà la topologie en bus, Il y a des câbles directement. C'est ce que vous avez dit. oui, ça on le sait. Le hub, on utilise dans la topologie en étoile. Voilà, mais pourquoi il était présent au niveau de la topologie en bus? C'était ça ma question. À quoi il servait? Ouais. Sincèrement. Oui. Même en texte optionnel, il n'y a pas forcément une fonction, mais il ne dérange pas. On peut l'utiliser, mais il ne sert pas forcément à quelque chose. Il ne dérange pas, mais... Non, quand on présente la topologie en bus en général. Pas forcément. La topologie en bus en général, c'est directement. Câble coaxiaux. Voilà, c'est ça. Et dans la topologie en étoile. Et les switches aussi. Et les switches aussi. Oui, mais les switches aussi, il est important dans la topologie en étoile. Regardez, la topologie en étoile, on peut mettre soit un hub, soit un switch. Ça reste une topologie en étoile. Sauf que quand on met un commutateur, ça devient Ethernet commuté, c'est tout. Mais sinon, le hub, il est présent au niveau d'une topologie en étoile et non en bus. En bus, on a juste le grand câble coaxial, les terminaisons et les PC qui sont reliés à ce câble-là, via des liaisons en T. Alors, quand vous avez quand vous avez mis en place le commutateur au niveau d'une topologie en étoile, donc qu'est-ce qui a permis de bypasser ce côté collision, mis à part la table Mac? Si vous voulez, si on met un commutateur qui gère le trafic, c'est-à-dire qu'il dirige uniquement vers le port de destination, est-ce qu'à votre avis, il y a zéro collision? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de collision du tout? Qu'est-ce qu'il faut assurer? Il faut utiliser un switch, madame. Le switch, oui. Oui, je dis que je suis en train d'utiliser un switch, on est d'accord. Mais il peut y avoir des collisions dans quel cas? Dans le cas où on utilise un hub, parce que le hub, on ne peut pas envoyer deux à la fois. Genre, deux machines, on ne peut pas envoyer à la fois, simultanément. Il peut y avoir des collisions, même si on utilise un commutateur, mais dans quel cas? Si les machines envoient simultanément. Oui, et dans qu'est-ce qui va permettre cette présence de collision au niveau de la topologie? Donc vous avez des PC, des câbles et le commutateur. Donc qu'est-ce qu'il faut assurer pour qu'il y ait zéro collision? En plus du switch, hein. On utilise un switch, on n'utilise pas un hub. Genre, bon, si une machine veut envoyer des informations, elle doit prévenir. Si elle doit prévenir, on est toujours dans le cas du bus. On est toujours dans le cas du CSMA-CD. Oui. Donc ce qu'il faut assurer, c'est le câblage en question. Il ne faut pas mettre des câbles coaxiaux reliés au switch. Il faut faire en sorte d'avoir des câbles full duplex. Donc quand on envoie un paquet, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a deux canaux. Un canal pour la réception et un canal pour l'émission.
Donc c'est le câblage en plus du switch qui va permettre d'avoir zéro collision. Mais si on utilise un câblage, par exemple half duplex ou bien simplex carrément, donc quand il y aura des messages qui viennent du switch et des messages qui émanent du PC au niveau du même port, il y aura collision. Donc il n'y aura pas autant de collisions que comme dans le cas de la topologie en bus, mais il y aura quand même quelques collisions au niveau de la topologie en étoile, même si on utilise un commutateur. Donc il faut assurer aussi un câblage full duplex. Alors, quand vous avez énoncé... déjà, que veut dire pour vous une collision? Pratiquement, c'est quoi? Deux machines envoient des messages sur la même ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Une collision, les deux messages... L'information Comment Quand deux signaux elles émettent en même temps, nous avons les données, les données se... Bon, c'est ce qui provoque le problème. C'est quand les données, elles se rencontrent. Voilà. Voilà, en réalité, c'est deux signaux qui sont en train de se rencontrer. Et ce qui se passe, c'est l'addition de ces deux signaux. Il va y avoir un seul signal résultant. Et le signal, il n'a aucun sens quand on essaye de le décoder. Voilà, exactement. Quand vous avez aussi parlé du format de la trame Ethernet, comment se fait cette synchronisation? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Est-ce qu'au niveau du triangle, madame? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait que synchronisation? Les 7 premiers octets, c'est une alternance de 1 et de 0. C'est ça. Et au niveau du dernier. Mais dans le cas de l'histoire le dernier octet, il finit par 2-1 au lieu de 1-0. Oui, mais donc, la synchronisation, quand on commence pourquoi on n'envoie pas directement la donnée? Car on peut perdre quelques bits de la trame. On peut perdre par exemple l'adresse MAC, destination, source, etc. Donc on commence par envoyer 010101 pour informer le récepteur qu'il va y avoir bientôt une communication qui va arriver. Donc on va commencer à écouter, si on veut, le trafic qui provient. Donc voilà comment se fait la synchronisation. Donc c'est l'envoi de 0 et de 1. Au niveau de la trame aussi Ethernet, la donnée c'est quoi réellement? Proprement dit, c'est quoi la donnée? Elle représente quoi? C'est les paquets encapsulés des autres... Dans le cas de TCP/IP, ça les représente quoi? Les autres couches. Les autres couches. Donnez-moi quelques exemples. Dans le cas par exemple d'utilisation de la pile TCP/IP. On encapsule quoi dans une trame Ethernet de niveau 2? On encapsule forcément un paquet qui est de niveau supérieur. Oui. Du paquet, enfin, de la couche réseau. Un exemple? Exemple. Un paquet IP. Un paquet ICMP. Un paquet ARP. Donc c'est ce qu'on peut trouver au niveau de la donnée, au niveau de la trame Ethernet. Alors, maintenant je passe à la simulation. Alors, quand tu as, je parle à Romaisa, quand tu as mis en place deux switches et tu as utilisé l'éclair pour câbler les deux switches entre eux via 4 connexions. Donc quel câble tu étais en train d'utiliser réellement? Quel était le type de câble? Automatique. Et automatique, c'est quoi? C'était quoi avec le câble? Couple crossover. En français? Crossover, c'est quoi? Je sais pas comment en français. Alors, par défaut, on va utiliser un câble croisé, paire torsadé. Pourquoi croisé? Parce que les deux switches c'est le même niveau. positif.
ils sont de même niveau. Mais si tu essayais de relier un PC avec un switch, comme tu l'as fait aussi, tu avais un câble droit. Donc c'était une ligne continue. Contrairement au câble qui sont entre les deux switches, c'est un câble croisé. Sous paquet tracé, c'est une ligne discontinue. Est-ce que vous avez une idée sur la différence entre câble croisé et câble droit? Comment on dit? Quelle est la différence entre les deux câbles? Câble croisé et câble droit. Madame, le câble croisé utilisé pour les machines de même niveau, entre deux switches. Oui. Switch ou la routeur. Oui. Ou l'autre, c'est pour deux différents. Mais de la PC un switch. Une machine avec Un switch ou bien un routeur. Oui, vous avez raison. Mais d'un point de vue pratique, c'est quoi la petite différence? Yani en réel. Est-ce que vous avez une idée sur à quoi ressemble un câble paire torsadé, que ce soit croisé ou bien droit? Quelle est l'interface qui existe au niveau du câble paire torsadé? Vous l'avez dit au niveau de votre présentation. Celui qui était en train de présenter les différentes normes 802. 10, PAST, etc. Non, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. J'ai dit, à quoi ressemble un câble paire torsadé, qu'il soit droit ou bien croisé, en réel? Comment est sa terminaison? Comment appelle-t-on la terminaison du câble? Voilà, c'est par rapport. Genre, comment elle est constituée, c'est ça? Pas constitué. L'interface où on branche avec le câble, elle s'appelle comment? Vous l'avez énoncé au niveau de votre présentation. RG40, madame, c'est le connecteur RG40. Voilà, c'est le Le connecteur. connecteur, Et par rapport au connecteur, c'est ça. Oui. Et aussi, donc, c'est quoi la petite différence entre les deux câbles? C'est vrai que le croisé relie des équipements de niveau, de même niveau, le droit relie des équipements de différents niveaux selon le modèle aussi, mais la petite différence d'un point de vue pratique, en réel, c'est comment on distingue un câble droit d'un câble croisé? La différence des couleurs, la couleur des fils, madame. Oui, La couleur des fils, dans la couleur, c'est le même placement. voilà. Donc, C'est là par rapport des couleurs. les couleurs, voilà. pour le droit, les deux extrémités, elles ont le même ordre. Pour le croisé, les deux extrémités, elles ont deux ordres inversés. Donc, pour savoir qu'un câble est croisé ou bien droit, il faut juste regarder les deux extrémités du câble au niveau du connecteur RJ45 et remarquer l'ordre des couleurs. Tanik, j'aimerais savoir pourquoi vous avez opté pour cette simulation-là. C'était quoi l'objectif du protocole que vous avez utilisé? Madame, c'est bien regrouper Ethernet, l'objectif c'est bien augmenter la bande passante et aussi regrouper les liens physiques dans ce lien. Donc l'objectif, c'est un équilibre de le switch travaille assez. Madame, on prend deux switches. Oui. Allô? Oui, oui. Oui, non, mais ça, je t'entends. En vrai, c'est comprendre. On relie on prend deux switches, on relie avec des câbles. Moi, j'ai travaillé avec le PHGP. Le max des câbles, c'est bien 8. Oui. Le LACP. Mais pour présenter Ethernet, c'est bien 16. Vous avez dit aussi au niveau de la simulation qu'on a activé Ethernet. Donc ça, c'est faux. Par défaut, quand on utilise un seul câble, Ethernet est activé. Ethernet, c'est la technologie qui est utilisée au niveau des câbles paire torsadés. Donc les interfaces, déjà, s'appellent Fast Ethernet. Donc, vous n'étiez pas en train d'activer Ethernet, mais vous étiez en train de faire en sorte... STP. Oui. Et c'est quoi STP? Par défaut.
on a vu qu'il y a 3 BCP, Internet, tous les câbles. Alors, là, c'est un autre domaine, carrément. Quand vous avez mis les 4 câbles, il y avait 3 ports qui étaient éteints. Donc, le switch, il utilise uniquement un seul câble physique. Quand il a plusieurs câbles, veut dire qu'il y a une boucle qui est formée. Il évite avec la boucle, donc il désactive. Mais en activant ce que vous avez fait au niveau de votre simulation, c'était un équilibrage de charge. Maintenant, utiliser tous les ports pour pouvoir transmettre les données, au lieu d'utiliser un seul port, une seule liaison physique. Mais l'objectif derrière votre simulation, c'était d'activer Ethernet. Ethernet est activé par défaut. Donc, si vous aviez mis 2 PC entre eux, ou 2 PC via un switch, et vous avez envoyé un paquet ICMP, vous aurez la technologie Ethernet qui est utilisée au niveau 2. Vous aurez une trame Ethernet, sans passer par toute la config que vous avez faite. La config que vous avez faite, elle permet juste d'utiliser les 4 liaisons physiques pour former une seule liaison logique. C'est tout. Mais ça ne permet pas d'activer Ethernet. Ce que vous auriez pu voir en simulation, c'était envoyer un paquet, aller en mode simulation et voir le contenu des trames. Les champs adresse destination, source, voir que réellement l'adresse de destination c'est l'adresse du PC destinataire, essayer d'envoyer une diffusion pour voir l'adresse de diffusion par exemple, la donnée, voir que c'est un paquet ICMP. Donc cela, à mon avis, aurait suffi au niveau de votre projet, mais tu vois, vous êtes allé un peu loin quand même, et vous aviez un objectif qui était un peu différent du projet. Madame, Oui. Même au niveau de cette simulation, on peut voir la trame. Oui. Qu'elle comporte, etc. Oui. Mais la config qu'elle a faite au niveau des interfaces, les commandes, etc., à mon avis, c'était optionnel. Ça aurait été faisable si je vous avais demandé de traiter le protocole PAGP. Bon, sinon, c'est tout ce que j'ai comme question. La présentation, elle était bien faite. On sent qu'il y a du travail derrière, même si la simulation, elle était un peu... mais on sent quand même que vous avez fait des recherches et essayé d'étoffer votre travail. Car comparant aux autres projets, comme ceux qui ont fait SSH, Telnet, etc., donc la simulation, elle était directe. On savait directement qu'il fallait configurer Telnet, SSH, etc., ou bien DHCP. Mais dans votre cas, vous étiez un peu confus parce que vous étiez en train de présenter une technologie qui est assez vague. Donc, ça comporte des normes, ça comporte un en-tête Ethernet à décortiquer, etc. Donc, la simulation technique, elle était un peu vague pour vous. Donc, vous avez essayé de faire comme vous le pouvez, c'est bien. Donc, je vous remercie pour ça. C'est juste des remarques que j'ai juste voulu vous dire. Madame, mais sinon, c'est correct. Oui. Madame, juste pour la première question que vous avez posée, on sait que pour le hub, il n'a pas d'idée pour la topologie en plus et qu'on devrait l'utiliser dans une topologie en étoile. Et c'est Internet, Google, qui nous a mis en erreur, tout simplement. Voilà. Oui, Google, c'est pas une référence sûre parfois. Les recherches bibliographiques et tout qu'on a faites, enfin, je les ai gardées et c'est vraiment Internet qui nous a induit en erreur, sachant qu'on le savait de base. Parce que ce qu'on a fait, ça n'avait pas en réseau. Oui. Mais les références à utiliser, il ne faut pas utiliser n'importe quelle référence. Il faut toujours utiliser tout ce qui est RFC, etc. Donc tout ce qui est officiel. Mais tout ce qui est Wikipédia, etc., c'est n'importe qui peut aller forum. Un site d'électronique. Chacun peut définir selon ce qu'il a compris. Donc, dans son contexte, que le cas d'utilisation, peut-être que c'est correct aussi. Mais je vous conseille toujours, quand vous étudiez des technologies connues comme ça, il faut toujours aller vers les références officielles. Par exemple, pour un protocole d'Internet, il faut aller vers le site de l'IETF. On ne peut pas aller ailleurs. D'accord.
D'accord, merci beaucoup, madame. Mais sinon, c'est bon quand même. Voilà, c'est bon. Votre simulation c'était pas évident. C'était pas clair au début ce qu'il fallait présenter. Donc, mais le fait que vous ayez fait des recherches et essayer de faire au moins quelque chose, je pense que c'est un bon point. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, madame.